entre la loi et la réalité, mais l'objectif évidemment est de diminuer cette différence. Je souhaiterais évoquer cette question à travers deux aspects. D'une part, la nouvelle définition des compétences des collectivités territoriales, avec cette ouverture sur une responsabilité en matière économique, et puis par ailleurs, deuxième point, les moyens mis à la disposition de ces collectivités locales, étant entendu que c'est un domaine où les polémiques sont fortes et les discussions sont effectivement très abondantes. Alors, d'abord, le nouveau domaine économique d'intervention des collectivités locales. Quand on lit ces lois, on s'aperçoit qu'effectivement, le développement économique est un élément important, après, bien sûr, les services publics de proximité, qui sont la première responsabilité des collectivités territoriales, c'est bien naturel. L'économie vient en premier point. Si on fait une sorte de classement, on peut dire qu'en deuxième point, il y a le social et le culturel, en troisième position, le sanitaire et le scientifique, et puis l'éducatif, le sportif, le financier et l'environnement, ce dernier ayant tendance à prendre de l'importance. Avec un élément qui apparaît dans toutes ces lois, c'est la volonté d'éviter la dispersion des efforts, éviter que les collectivités locales se lancent dans des opérations isolées, peut-être contradictoires. Un peu partout, il y a l'idée que cette intervention économique des collectivités locales, dans toutes ces lois, doit faire l'objet de documents programmatiques qui doivent en assurer la cohérence. Alors les noms sont divers, schéma de cohérence territoriale en Guinée, schémas régionaux à Madagascar, plan et programme de développement communal et régional au Niger, schéma directeur de l'aménagement. Je vous épargne tous ces noms, étant entendu que non seulement la collectivité doit intégrer son action dans le cadre d'un plan qu'elle définit elle-même, mais que par ailleurs ce plan doit être en cohérence avec les plans décidés au niveau régional, au niveau national, d'une sorte de système de poupée russe dans lequel tous les plans doivent autant que possible s'emboîter pour arriver à une concurrence, à une cohérence générale. C'est en tout cas l'objectif que imposent ces lois. Ces énumérations d'ailleurs des compétences des collectivités locales entrent parfois assez nettement dans le détail avec une impression qui est on sent que le législateur ne se contente pas d'autoriser la collectivité locale à intervenir dans certains domaines, mais même parfois il l'y invite. On a l'impression que parfois le législateur veut donner des idées à la collectivité locale. Par exemple, je cite le Cameroun, les collectivités locales doivent s'occuper de la promotion des petites et moyennes entreprises, de l'organisation des foires et salons, de la promotion de l'artisanat, de la promotion des activités pastorales et piscicoles, la création de regroupements régionaux pour les opérateurs économiques, l'appui aux micro-projets générateurs de revenus et d'emplois, etc. Je pourrais donner bien d'autres exemples. En fait, ça a un caractère qui est visiblement incitatif, et notamment dans un domaine où sans doute la compétence des collectivités locales est un élément important, c'est dans le domaine de la gestion du problème foncier. On sait bien que ce problème foncier se pose de façon importante. Le colonisateur l'avait utilisé pour s'approprier des terres et les redistribuer aux colons, en les confisquant au détriment des communautés locales, des communautés territoriales. L'État, dans un premier temps, a eu tendance à considérer qu'il était l'héritier de l'État colonial et que ces terres, c'est lui qui en disposait, notamment dans le cadre de grandes opérations d'aménagement du territoire. Ça a suscité naturellement toutes sortes d'oppositions, toutes sortes de discussions. L'idée que ces problèmes puissent être réglés au niveau local, au niveau régional et éventuellement même communal, notamment dans le cadre d'opérations d'immatriculation qui seraient faites dans le cadre d'une commune, par exemple, en évitant les jalousies, les inquiétudes. Tout le monde essaie de déterminer le terrain lui appartenant. Peut-être qu'elle a une solution qui peut être avancée, et en tout cas, les lois le laissent entendre. Le problème, naturellement, c'est le risque de sécession. Il est clair que, on l'a dit, le professeur Dembélé l'a évoqué, il est clair que une autonomie trop importante des collectivités locales peut déboucher. Alors il a fait une sorte de description en forme de descente du grave au très grave. La régionalisation d'abord, a-t-il dit, la sécession ensuite, l'irrédentisme, et puis on arrive parfois au risque de coup d'État. Donc il y a un problème là, la loi essaie d'y répondre. Alors bien sûr,
Vous me direz, vous aurez raison, ce sont des barrières de papier, mais qu'est-ce que la loi peut opposer en dehors des barrières de papier? Il y a toujours une formule générale en disant que l'activité des collectivités territoriales ne peut s'exercer que dans le respect de l'intégrité, de l'unité nationale. Et puis il y a une technique qui est utilisée de façon très fréquente, qui consiste non pas tant à définir les compétences des collectivités locales, mais qui consiste à préciser les compétences que l'État ne pourra jamais abandonner, c'est-à-dire essentiellement les droits, ce qu'on appelle les droits régaliens. Alors il y a la défense, bien sûr, il y a la sécurité, il y a les affaires étrangères, il y a la justice, il y a la monnaie, les matières premières stratégiques. Je vous parle là de la loi congolaise, l'enseignement supérieur, les télécommunications, les hôpitaux généraux, les centres hospitaliers universitaires. Chaque loi définit ainsi et essaie d'éviter le risque de ces dérapages. Deuxième point, il me reste 5 minutes, 3 minutes. Oui. 3 minutes. La mise en œuvre. La mise en œuvre, oui, il faut en dire un mot. Surtout que c'est un point où on a l'habitude d'attaquer ces lois de décentralisation, en disant c'est bien joli, on donne des pouvoirs aux collectivités locales, on leur donne des responsabilités, on ne leur donne pas les moyens, avec parfois une critique supplémentaire. En fait, l'État se décharge sur les collectivités locales. Or, ces collectivités locales, elles manquent de moyens, à la fois sur le plan du personnel. Bien sûr, nous avons ce centre ici qui fait faire des progrès considérables au personnel des collectivités locales, mais il y a là un gros travail à effectuer. Au fur et à mesure que l'on donne des compétences nouvelles, il y a des pouvoirs nouveaux. Il faut former davantage ces personnels. Il y a donc de moyens financiers. Alors, un premier aspect sur lequel ces lois insistent, c'est sur le manque d'adhésion des populations. C'est vrai que les populations n'attendent pas tellement des collectivités locales forcément le développement économique, mais d'abord les problèmes les plus concrets, ce qui se conçoit, mais il convient d'élargir sans doute les attentes, notamment parce que c'est par ce biais que les élus vont avoir envie de répondre à ces attentes. Un document burkinabé d'orientation et de décentralisation montre bien le problème et montre que ces collectivités locales ont tendance à ne pas mobiliser les populations autour de ces projets. Donc il y a dans les lois l'appel à un effort d'information des populations et toute une série de formules. La loi gabonaise, il faut associer les populations à la gestion des affaires locales tout en maintenant l'unité de l'État et en sauvegardant l'intérêt général. À Madagascar, le chef de l'exécutif doit périodiquement rendre compte de ses activités à la population par voie de presse, de cabaret ou par tout autre moyen approprié. En Guinée, bon, je ne vais pas citer tous ces textes, tous vont à peu près dans le même sens. Une obligation à la charge de la collectivité pour informer les populations, notamment économiques. Par ailleurs, des structures spécifiques sont mises en place au niveau de chaque collectivité. Au Bénin, un conseil départemental, pas seulement l'Assemblée qui gère la collectivité avec un rôle de l'exécutif, mais des institutions spécialisées. Au Bénin, donc, un conseil départemental de concertation et de coordination avec le préfet, les maires, les adjoints, mais également l'Union départementale des consommateurs, la Chambre consulaire départementale et la Fédération départementale des associations de parents d'élèves. Vous avez dit que parfois je serais très terre à terre. Au Burkina, mais la réalité du terrain, c'est celle-là. Au Burkina, les conseils villageois de développement. Au Mali, le vote du budget communal est précédé d'une consultation des conseils de village, des conseils de fraction ou de quartier. Au Sénégal, le rôle des citoyens d'un quartier ou d'un village, etc. Donc la volonté d'associer les populations avec une institution à la fois importante, prometteuse et dangereuse, qui est le référendum local. Les lois en parlent. Les lois en parlent en connaissant le danger. Le danger, c'est d'opposer les décisions de l'organe collégial élu, le conseil communal, départemental, régional, quel que soit son nom, et puis la volonté des populations. Ce qui ne peut aboutir qu'à affaiblir le premier au détriment du second et à poser des problèmes de gouvernance. Ce n'est pas la peine de les aggraver. La solution, c'est que l'initiative peut venir de la base, l'initiative peut venir d'instances diverses, à peu près dans toutes ces lois, sauf au Niger, en Guinée, pardon, sauf en Guinée, l'Assemblée élue
l'Assemblée élue doit toujours avoir le dernier mot. Il y a aussi le problème des moyens. Il me reste qu'une minute. Le problème des moyens, alors il y a une formule qui figure partout, pas de transfert de compétences sans transfert de moyens. Est-ce toujours le cas? Il y a aussi un certain nombre de formules qui montrent que l'État se réserve une voie de recours si jamais il n'a pas envie de distribuer tous les moyens. Et donc, finalement, et je conclurai ainsi, bon, c'est vrai que confier des compétences plus importantes aux autorités locales élues présente un certain nombre d'avantages, personne ne peut le nier. Des avantages qui sous-tendent les politiques de décentralisation, au-delà des considérations qui sont avancées un peu partout dans le monde, hein, et qui en est en fait qu'il faut rapprocher l'administration des administrés. Certains aspects sont plus spécifiques aux pays en développement, notamment en Afrique francophone. Les élus locaux sont a priori plus sensibles aux attentes réelles des populations. Ils doivent éviter des projets disproportionnés, ceux qui ont tendance parfois à privilégier les gouvernants au niveau national. Il s'agit de renoncer à des équipements surdimensionnés impliquant des coûts de fonctionnement exagérés, les fameux éléphants blancs. Ce processus favorise l'émergence de nouvelles élites locales, réintégrant dans une certaine mesure les dirigeants traditionnels, débouchant sur une nouvelle répartition des compétences, en somme, sur une nouvelle gouvernance que l'on peut souhaiter pacificatrice. Je vous remercie. Merci, professeur.